Parfait. Alors, j'espère que vous m'entendez tous. Normalement, donc vous avez la possibilité de réactiver votre audio. J'ai désactivé par défaut votre audio pour éviter que des gens rentrent en oubliant de le désactiver. Mettez-moi un message dans le chat si vous m'entendez. Comme ça, je pourrai voir que c'est tout bon. Et puis, parfait. Génial. Alors, donc, bienvenue dans cette série de webinaires. J'ai, comme l'année dernière, lancé en fin d'année, juste avant Noël, une série de webinaires sur Python et Django pour essayer de transmettre un maximum d'informations à ceux qui désiraient se perfectionner sur différentes thématiques. Alors ça va, comme aujourd'hui, des thématiques débutants pour démarrer avec Python, pour essayer de documenter ses progrès, ses avancements. Et puis, il y aura des thématiques un peu plus avancées, donc le programme complet est disponible sur le blog que je suis en train de construire et qui va ouvrir ses portes le 1er janvier. Donc voilà le contexte général. Aujourd'hui, on va essentiellement parler un outil que j'utilise énormément dans un contexte d'enseignement. C'est un outil qui s'appelle Google Collaboratory. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Collaboratory est finalement à Python ce que Google Docs est à Word, pardon. Donc, si on veut, c'est donc un outil Google qui nous permet, via notre Google Drive, par exemple, de programmer en Python. Donc, on obtient un accès ainsi à des Jupyter Notebook, simplement accessibles gratuitement de partout, sans rien installer. Et comme avec les Jupyter Notebook, le grand avantage, c'est qu'on peut mélanger du texte et du code. Ce qui fait que dans ce contexte-là, et en particulier dans un contexte d'apprentissage et d'enseignement, j'utilise énormément Google Collaboratory pour jouer le rôle de cahier de laboratoire, c'est-à-dire que quand on apprend Python, on a peut-être des choses qu'on veut essayer, et puis on peut les essayer, les documenter avec du texte et garder ça à portée de main pour ensuite réviser et éventuellement adapter. Donc ici, on n'est pas beaucoup, on est une vingtaine, donc c'est parfait pour un webinaire avec Zoom, puisque donc, du coup j'ai décidé d'utiliser Zoom Meeting pour ça, pas en Zoom webinaire, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous exprimer. Il vous suffit de réactiver votre micro si vous avez des questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Si vous voulez poser une question, ce sera bienvenu et bien plus convivial comme ça. Voilà, donc je partage mon écran et on va démarrer. Alors, on démarre avec une fenêtre Chrome parce que finalement, Google Collaboratory, c'est du Google. Donc, ici, ça fonctionne bien avec Firefox, mais comme toujours, avec les produits Google, en général, Chrome est un excellent choix. Donc, pour se rendre et créer un compte Google Collaboratory, la première chose, c'est d'avoir un compte Google. Donc, il est possible, et comme je le dis à mes étudiants à l'université à Fribourg, en fait, à l'école d'ingénieurs à Fribourg, nous pouvons bien sûr créer un compte Google exprès pour nos activités Python, qui est complètement déconnecté de notre vie privée si on désire pas être tracé à ce niveau-là. Mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir utiliser Collaboratory, c'est d'utiliser son compte Google. Et ensuite, de nous rendre à l'adresse collab.research.google.com. La première fois qu'on s'y rend, probablement Google va vous demander si vous désirez utiliser le service, auquel cas vous répondez oui, et ensuite vous allez systématiquement arriver sur une fenêtre comme celle-là qui vous demande si vous voulez créer un nouveau notebook. En effet, Google Collaboratory, c'est rien d'autre qu'un dépôt en ligne pour des notebooks Jupyter. Donc ici, J'aimerais, je ne sais pas si on m'entend là, j'aimerais oui, poser une question. Euh, Si on a un compte Gmail, on a un compte Google, donc on n'est pas si obligé on a un d'en... compte Gmail, on a un compte Google, donc on a Ah, accès voilà. gratuitement à Google Collaboratory. Donc on peut passer directement. OK, Oui, merci. D'accord, OK, c'est bon alors. Ça voilà. répond à ma Donc quand question. on s'y rend via cette adresse, donc collab.research.google.com, on arrive sur cette interface. Et cette interface nous permet de manière très pragmatique de créer un nouveau notebook ainsi que d'accéder à tous les notebooks que nous avons.
Ici, on voit que certains notebooks sont directement, ça c'est des notebooks collaboratory que j'ai ouverts cet après-midi pour vous montrer un peu ce que peut faire l'interface. Mais la plupart, on voit que certains notebooks sont disponibles dans mon GitHub. Donc, en fait, cet outil est directement connecté à GitHub et nous permet de directement aller chercher des notebooks qui s'y trouveraient, mais également est directement connecté à notre Google Drive. Donc, pour ceux qui ont un compte sur Google, on peut être pour certains accès à un compte Google Drive. Même le compte gratuit donne quelques gigas d'espace disponible pour stocker différents types de fichiers. Moi, depuis de nombreuses années, je stocke mes fichiers dans un cloud, alors pas forcément chez Google, mais j'en ai aussi quelques-uns chez Google Drive. Donc ici, j'ai un outil qui me permet également en Python d'accéder directement à ça. Donc on voit, j'ai un certain nombre de notebooks qui sont stockés dans Google Drive. On reconnaît ces notebooks à l'icône de Google Drive. Alors ici, donc mes anciens notebooks, et on va commencer de notre côté par ouvrir un nouveau notebook. Pour ceux qui ont déjà fait du Python depuis un certain temps et qui ont peut-être déjà testé les notebooks Jupyter, on voit ici que les notebooks Jupyter à la sauce de Google Collaboratory ont une autre tête. En effet, Google a complètement personnalisé l'expérience utilisateur et on retrouve ici maintenant un produit qui fondamentalement reste un notebook Jupyter, mais est clairement une interface made in Google avec beaucoup de possibilités supplémentaires. Mais en tant que débutant Python ou en tant qu'apprenant Python, de manière plus générale, puisqu'on n'est peut-être pas tous débutants ici, avec quoi on se retrouve? On se retrouve dans un environnement où on peut coder en Python sans rien avoir installé. Alors pour un prof comme moi, enseignant dans une école d'ingénieurs à parfois une cinquantaine d'étudiants, que vous n'avez rien besoin d'installer, c'est très très agréable puisque du coup, on n'a pas de support ou très peu de support à donner. Mais en même temps, ici, vous avez vraiment accès à toute la stack scientifique de Python sans rien installer. Par exemple, je peux très bien apporter Pandas. Pour ceux qui connaissent, Pandas est une bibliothèque qui permet de faire manipuler des données tabulaires dans des tableaux, ce qu'on appelle des data frames, et donc faire des statistiques sur ces données. Donc c'est une bibliothèque qui est relativement riche, qui fonctionne avec différentes autres bibliothèques de l'écosystème de Python et qui est installée par défaut. On y trouve tous les autres bibliothèques scientifiques, on y trouve SciPy par exemple, ou NumPy, ou également d'autres bibliothèques comme Request, pour ceux qui font du web scraping et qui vont vouloir éventuellement requêter des sites web distants. On y trouve donc la bibliothèque Request sans avoir besoin, sauf erreur, de l'installer. Requests, pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est des imports qu'on peut faire sans avoir besoin de l'installer. Ceux qui font du web scraping également connaissent peut-être Beautiful Soup. Donc également Beautiful Soup, c'est BS4. AP. Hein? BS4. Oui, BS4. Donc également déjà installé par défaut, par exemple. Donc vous y trouvez un environnement Python relativement complet avec toutes les bibliothèques scientifiques courantes nécessaires et également d'autres bibliothèques qui permettent de jouer avec la donnée parce que cet outil est à la base pas forcément fait pour le pythoniste apprenant, mais vraiment pour le data scientist qui va aller essayer de visualiser les données dans différents contextes. Mais je le détourne personnellement à des fins d'enseignement et d'apprentissage parce qu'il est de ce fait très agréable à utiliser. Ici, on n'est pas limité à ce qui est installé par défaut. On peut installer toutes les bibliothèques qui sont disponibles dans le répertoire PyPy qui nous donne accès à toutes les bibliothèques. Donc, si je veux installer une bibliothèque qu'il me manquerait, il suffit de taper en point d'exclamation. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu mon écran. Non, c'est bon. Enfin, bon, pour moi, c'est bon. Donc, ici, en point d'exclamation, et puis à partir de là, on peut balancer
des commandes système, par Oui, exemple, utiliser l'outil pip oui. qui nous Il permettra installe d'installer n'importe quelle Pictographe. bibliothèque et pip installe une bibliothèque. Alors, est-ce que je pense à une bibliothèque maintenant? Si quelqu'un pense à une bibliothèque, n'hésitez pas. à- PQT Graph. Un alors, on Django? ne va pas faire du développement Django ici, mais je peux parfaitement Ah installer ouais, d'accord. dans mon Jupyter Ah Notebook, oui, je peux parfaitement installer Django. Alors maintenant, typiquement, Django, c'est une bibliothèque qui va entraîner une géométrie de projet qui n'est pas forcément compatible avec l'environnement Jupyter, mais je vois que tout ce qui est installable avec pip, je peux l'installer directement depuis mon notebook. Donc, je ne suis pas limité à ce qui est installé par défaut, ça c'est cool. j'ai accès à vraiment toute l'offre de Python. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je peux mélanger du code et du texte. Alors ça, c'est vraiment pas propre à Collaboratory, c'est propre au Jupyter Notebook de manière générale. Mais par exemple, ici, D'accord. je peux ajouter, en utilisant le format Markdown, par exemple, je Ouais. peux commencer à commenter un peu mon code. Je peux Et on donner voit à un titre droite. à mon projet d'exploration. Non, on ne voit pas à droite. Voilà, puis je peux Ok. ajouter toutes formes de texte. Ici, on va retrouver d'ailleurs la structure de notre fichier ici sous forme d'un sommaire qui est automatiquement généré. Donc, par exemple, si je structure ici, par exemple, en ajoutant encore du texte et en titre de deuxième niveau, par exemple, mes imports ou les imports nécessaires à mon projet, des imports nécessaires à mon projet. L'avantage, c'est que quand je suis en condition d'apprentissage, je peux même rajouter simplement du contexte, expliquer pourquoi je fais ces imports, pourquoi c'est nécessaire de le faire, et puis ainsi avoir quelque chose en projet, une sorte de petit projet démo qui est accessible partout et qui est documenté de manière très lisible et qui mêle donc du texte, du code et qui me permet de vraiment expérimenter à la volée en Python de manière un petit peu plus agréable que dans l'interpréteur Python. Voilà, donc ici, nous avons fait quelques imports, nous avons vu qu'on pouvait installer des packages. À ce stade, vous pouvez soit tester du code directement, soit tester le code directement dans ces petites cellules grises, c'est ce qu'on appelle ces cellules de code. Donc, on a des cellules de code et des cellules de texte. Les cellules de texte apparaîtront vraiment en blanc ici comme du texte. Si vous avez une configuration en mode nuit, par exemple, également le Jupyter Notebook apparaîtra en bonne nuit. Donc, ça, du coup, ça va suivre. Et vous avez les cellules de code ici en mode grisé. Donc, vous pouvez tester à tout moment du code ici, par exemple, for caractère in salut. Donc, c'est vraiment un environnement dans lequel vous pouvez écrire du code Python. Et ici, on n'a rien de mystérieux là derrière. On exécute du code Python et on aura tout l'historique à disposition. Donc, quand je suis en tuto, je peux vraiment expérimenter avec ces différentes cellules. Mais également, j'ai ici, à portée de main, si on veut, en terminal dans lequel je peux balancer des commandes. Je peux ici tester quelle est la version de Python qui est installée par défaut. Tac, 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 tac. Donc, 2, voilà. Donc, on voit que ici, par défaut, en tout cas actuellement, ça évolue avec le temps, mais c'est Python 3.7 qui est installé, ce qui pose assez peu de problèmes pour du code jusqu'à un certain niveau, puisque finalement, les additions qui ont été faites à partir de Python 3.8, 9 et 10 sont aussi beaucoup des additions spécialisées, et notamment dans le domaine de l'annotation de type. Donc ici, on dispose d'une version de Python qui est automatiquement installée et qui déjà permet d'expérimenter très bien sur vraiment un large panel de fonctionnalités. Euh, donc j'ai le choix entre expérimenter à l'interpréteur ou expérimenter directement depuis les cellules de code. Donc ça, c'est déjà une chose. J'ai également, dans cet environnement Jupyter Notebook, la possibilité de visualiser, par exemple, les variables
que j'ai créé. Ici, je vois que j'ai créé une variable caractère qui m'a servi à itérer sur la chaîne de caractères salut. Et dans cet explorateur de variables, je vais simplement voir toutes les variables qui ont été créées. Ici, je vois que caractère est une variable de type string et qui a actuellement une longueur, un contenu avec une longueur en caractères. Ici, par exemple, phrase. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. On va taper. Mais vous avez donc en live, si vous voulez, une vision de toutes les variables Python que vous êtes en train de manipuler. Vous avez la possibilité de faire des recherches là-dessus. Donc ça, c'est également en visuel. Donc le sommaire, en explorateur de variables, ici des snippets de code. Donc ici, vous avez la possibilité d'ouvrir certains snippets de code. C'est particulièrement quand on apprend, c'est un environnement qui est relativement intéressant puisque je peux parcourir un peu ces snippets de code qui sont proposés. Et surtout, alors prenons quelque chose que j'ai envie d'explorer, par exemple Pandas ici. Hop. Je vais voir qu'il va me donner quelques exemples qui permettent d'utiliser un data frame Pandas, mais je peux accéder aussi à un notebook d'exemples ici directement, donc il va me l'ouvrir. Et je vois que j'ai à disposition, tout en cours, toute une mini-formation, si on veut, où on m'apprend à utiliser des data frames Pandas dans différents contextes. Ici, j'ai directement des titres, j'ai du code que je peux exécuter soit en appuyant sur le petit symbole lecture, soit en faisant un Shift Enter. Et donc ici, je vais expérimenter avec la création de mon premier data frame Pandas. Je vois qu'en data frame Pandas, c'est un petit peu assimilable à une feuille Excel pour ceux qui sont comme moi des personnes qui travaillaient à l'ancienne avec beaucoup de Excel. On trouve finalement un tableau sur lequel, avec Python, on va pouvoir très facilement faire des statistiques, manipuler des colonnes, manipuler des lignes. Et ici, nous avons à disposition donc un notebook d'exemples qui nous montre comment utiliser ces data frames. Donc en fait, via ces sources ici, j'ai accès à de très nombreux exemples, et notamment tout en cours de data science, de machine learning, qui est proposé par Google. Donc ici, j'ai donc accès pas seulement à mes propres notebooks, mais également à des notebooks préparés par Google exprès pour nous enseigner certains aspects du langage et de son utilisation. J'ai la possibilité d'ouvrir des notebooks dans toute ma collection. Ici, ce qu'on va faire, c'est effectivement ça. Je vais ouvrir un notebook. J'ai tout ce que j'ai fait, mon travail ici. Et par exemple, on va voir qu'on a carrément la possibilité de se faire des mini-cours. Par exemple, comprendre le fonctionnement des objets et des classes en Python. C'est quelque chose que j'utilise avec mes étudiants, que je suis en train de construire pour certains de mes étudiants. On voit que ça commence à dater un peu, mais on peut vraiment créer des documents dans lesquels on explique des choses et on expérimente des choses. Ici, il s'agit d'un document qui vise à enseigner aux apprenants qui ont quelques heures de Python comment est-ce qu'on fait de la programmation orientée objet. Donc, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des mois, voire des années de Python pour commencer à utiliser efficacement la programmation orientée objet. C'est quelque chose qu'on peut faire pratiquement dans les 6 à 10 premières heures d'apprentissage de Python, selon moi. Et ce document va de ce sens. Mais on peut voir donc que du coup, mon Jupyter Notebook me permet de créer un cours dans lequel je mets du texte, dans lequel je mets des photos. En fait, tout ça, utilise un langage qui s'appelle le Markdown, qui est compatible également avec le HTML. Donc, en fait, je peux faire tout ce que je fais sur une page web, à savoir ajouter des photos, ajouter des liens externes, des liens sur des vidéos, etc. Et au moment opportun, nous pouvons ajouter du code exécutable. Quand j'arrive sur ce code, je peux à tout moment l'exécuter. Et là, je crée typiquement ma première classe personne de manière très facile. Tout ça au milieu de texte. Donc, dans un contexte d'apprentissage qui est peut-être le vôtre, vous n'hésitez pas, que vous êtes en train de travailler sur un problème,
d'expliquer le contexte de ce problème, d'expliquer votre algorithme, puisque finalement, l'algorithme que vous allez implémenter peut éventuellement s'expliquer en pseudocode. Donc, on pourrait très bien décrire notre algorithme, par exemple, pour chaque élément dans la liste blablabla, ok, fin de la boucle pour, etc. Et puis ensuite, à l'intérieur de cette boucle, on va répéter une opération à chaque fois, comme demander à l'utilisateur son nom, et on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler nom, par exemple, etc. Je vais décrire peut-être mon algorithme, puisque je suis en situation d'apprentissage dans une langue qui est proche de la mienne, qu'on appelle souvent du pseudocode, c'est-à-dire qu'on va décrire toutes les opérations que vont effectuer notre ordinateur dans du texte. Alors, ça va effectivement, là, on va perdre le formatage, mais je peux très bien dire ici, à l'aide de ce symbole-là, que je veux garder mon algorithme. Donc, je peux très bien être dans un document d'apprentissage où je vais commencer à documenter mon algorithme et ensuite, je vais faire du code pour ça. Donc, je vais ajouter une cellule de code où je vais faire for element in. Alors, je vais créer une liste. On va l'appeler ma liste pour l'instant, une liste simple. Ici, mettons une liste qui contient juste quelques nombres, in ma liste. Et puis ensuite, vous faites ce que vous voulez. Alors, pour chaque élément dans la liste, etc. Donc, ici, vous pouvez mélanger donc, du texte, des explications de haut niveau, des explications en français sur ce que vous désirez faire, et puis ensuite, du code qui va le faire. Et puis, on va effectivement, vous allez pouvoir vérifier que non, on ne fait pas une demande à l'utilisateur, mais on pourrait demander à l'utilisateur son nom. Alors, nom, égal, donc input, quel est votre nom, et exactement implémenter ce qu'on veut. Donc, dans cet environnement, on a également accès aux fonctionnalités interactives de Python, par exemple input, qui normalement s'utilise dans un terminal, dans une application qui fonctionne en terminal. Thierry, alors là, il va me le demander 3 fois, puisque pour chaque élément de la liste, il va me demander mon nom ici, et puis Evelyne et ma gueule. Voilà. Donc ici, j'ai implémenté cet algorithme-là. On voit d'abord du texte de réflexion et ensuite du code que je peux immédiatement tester, je peux immédiatement voir le résultat qui est obtenu et éventuellement documenter ce résultat ici ensuite en rajoutant du texte qui explique quelques observations, quelques apprentissages, ce qu'on pourrait appeler des take-home messages, donc le message que je vais garder de mon expérimentation. Ça marche pour du code simple, ça marche pour explorer des fonctionnalités avancées de Python de manière très ciblée, ça marche vraiment pour tout. Vous pouvez voir que tout à l'heure, que je possède un grand nombre de Jupyter Notebook. D'ailleurs, je ne suis pas toujours très discipliné. On voit que certains n'ont pas de titre, mais j'expérimente énormément avec cet outil parce que cet outil va me permettre de garder une trace de ce que je fais. Je vois beaucoup d'étudiants qui expérimentent dans un interpréteur Python, par exemple, et l'interpréteur Python, une fois que vous avez quitté le terminal ou que vous avez simplement quitté l'interpréteur, même si vous restez dans le terminal, tout ce que vous avez fait est perdu. Et bien sûr qu'on pourrait créer des fichiers .py à chaque fois également. Ici, ça me permet d'avoir un espace qui est propice à l'expérimentation. Et parallèle à ça, je peux ouvrir Visual Studio Code par exemple, pour un projet de plus longue haleine. Mais ici, je sais que j'ai un espace qui est vraiment dédié à l'expérimentation. Voilà pour les fonctionnalités, donc mélange de texte et de code. D'ailleurs, je vais éliminer ça, sinon je ne pourrai plus distribuer mon cours. Hop, voilà. Et puis, je peux à tout moment éliminer une cellule. Je peux déplacer les cellules comme ça le long dans la page.
Je peux à tout moment me rendre à un endroit et ajouter une nouvelle cellule, soit de code, soit de texte. Donc vraiment, vous pouvez expérimenter avec Python de manière très flexible pour faire ce que vous voulez faire. Donc ici, on a ce code. Alors je vais passer un petit peu hors de ce code maintenant. On va regarder un autre exemple de ce que J'aurais une par question si c'est exemple, possible. j'ai fait ici un petit tuto Je sur passe sur comment mon tour. utiliser l'API de Wikipédia en Python, par exemple, avec request. Hop. Donc, je vois ici, donc, recherche. Donc, comment faire des recherches sur l'API de MediaWiki. Donc, une J'ai une introduction, en question. contexte, en titre. Je peux voir la structure de mon tuto ici, donc en titre de premier niveau, puis ensuite deux parties ici. Donc, je peux directement sauter à l'une ou l'autre de ces parties à l'aide de ce sommaire. Si je descends, je peux mettre directement des hyperliens. Donc, on est vraiment ici dans un environnement web où je peux directement accéder à la documentation de l'API MediaWiki GeoSearch, par exemple, ou de deux autres API de MediaWiki qui sont MediaWiki Extract ou MediaWiki Info. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que je peux vraiment documenter le contexte de mon apprentissage. Ensuite, je peux faire des expériences avec différentes bibliothèque. Ici, je fais des expériences avec la bibliothèque Requests, qui me permet d'envoyer des requêtes HTTP sur une API qui est l'API de Wikipédia. Ici, on utilise donc des requêtes à l'API de Wikipédia francophone. Et on va chercher des articles en fonction de la latitude et de la longitude. C'était l'objet de ce tuto. Donc, on voit qu'on peut vraiment tester du code à la volée pour ça. Donc, on peut ici tester les imports, on peut exécuter euh, ce code-là, interroger l'API. On a normalement reçu une réponse et ensuite euh, explorer la réponse. Ici, on voit qu'on reçoit une réponse avec cette API sous forme de JSON, comme la plupart du temps, et automatiquement, ici, j'utilise la fonction p'prime de la bibliothèque standard de Python, qui me permet d'observer quelles sont les données que je reçois, et j'ai mes articles Wikipédia ici, qui, en fonction des coordonnées de latitude et de longitude qui ont été fixées, je peux observer et expérimenter qu'est-ce que va me retourner cette API. Peut-être que ces connaissances que je vais accumuler ici, je vais ensuite les réutiliser dans un vrai code, dans un vrai projet que je vais implémenter directement dans PyCharm ou dans Visual Studio Code. Alors moi, je n'utilise pas PyCharm, mais je vais pouvoir utiliser ça dans un vrai éditeur de code pour un projet. Mais dans ma phase d'expérimentation, j'ai finalement assez peu d'intérêt à aller dans mon éditeur de code, ouvrir un fichier Python. Ce fichier Python, je vais le ranger peut-être dans un endroit que je vais jamais retrouver. En plus, il sera jamais avec moi. Ici, le fait de ranger toutes mes expériences dans cet environnement Google Collaboratory fait que tous mes Jupyter Notebooks sont par défaut accessibles dans Google Drive. Donc ensuite, je peux aller dans n'importe quel ordinateur et avoir accès à la fois à mon Google Drive pour avoir le fichier IPNB qu'on peut ouvrir dans n'importe quel Jupyter Notebook, ou je peux directement avoir accès à Google Collaboratory et avoir toutes mes expérimentations. Ce qu'on est en train de regarder, c'est des fichiers que j'ai écrits il y a quelques années déjà, simplement souvent pour des étudiants qui avaient des difficultés sur des sujets en particulier. Et donc ici, on voit donc un essai de recherche, de réponse et un petit peu tout ça. Voilà. Donc ici, on voit qu'on peut vraiment mêler du code à du texte. Et puis qu'on peut éventuellement ne pas faire que des expérimentations, on va dire, triviales. Je peux faire plus que de simplement traverser une liste avec Python. Je peux vraiment faire du web scrapping, aller chercher des pages web, les rapatrier à l'aide de la bibliothèque Request, et puis ensuite, je peux analyser le code reçu à l'aide d'une bibliothèque comme Beautiful Soup, par exemple, pour extraire des informations et essayer de rendre ces informations sous forme soit textuelle, comme ici, ou alors sous forme graphique. Alors, on va s'attaquer à une autre partie ici, qui est justement la partie avec certains exemples
Et il y avait des exemples Allô? qui étaient éventuellement intéressants pour vous. Par exemple, on va prendre ça J'ai aussi, une Open question. Files. Oui, Au fait, je voudrais savoir, est-ce qu'avec cet outil, on peut faire de l'orienté objet, c'est-à-dire avoir plusieurs fichiers collaboratoires et pour faire collaborer les classes entre elles? Est-ce que c'est possible? alors, techniquement, alors là, il y a deux choses, parce que, en fait, orienté objet et plusieurs fichiers, c'est deux choses différentes. OK? On peut faire de l'orienté objet sur un seul fichier, parce qu'on peut créer des classes et ensuite Ouais. instancier ces classes pour créer des objets à partir de ces classes dans un seul fichier. Et on peut structurer notre code sur plusieurs fichiers. Donc, et ça, et on peut structurer du code même procédural sur plusieurs fichiers. Donc, il y a orienté objet d'un côté et structurer un projet Python en plusieurs fichiers de l'autre. Alors, il y a un webinaire, le troisième webinaire qui portera sur la structure d'un projet Python. Alors, n'hésitez pas à le suivre également. Ça, c'est une chose en particulier, mais ça, c'est orthogonal ou indépendant du fait qu'on fasse de l'orienté objet ou pas. Ici, c'est un espace d'expérimentation. Alors évidemment, si je vais ici, par exemple, ici j'ai accès à un explorateur de fichiers, par exemple. Donc, il est clair que je peux créer dans cet explorateur de fichiers, ici, si je clique droite, un nouveau fichier. Bien sûr, je pourrais créer plusieurs fichiers Python. Par exemple, un fichier personne, personne par exemple, .py. Hop. Rien ne m'empêche effectivement d'ouvrir ça. Ça va ouvrir un fichier sur le côté ici de l'écran, ou alors un fichier que j'ai déjà programmé sur mon ordinateur local. Et puis, je peux implémenter une classe. Alors ici, appelons la personne. À ce moment-là, comme ce fichier Python est disponible sur mon explorateur de fichiers, bien sûr, je peux ensuite faire un import de tout ça. Donc, si je vais là, je crée une cellule de code, import, alors on avait quoi? Personne, alors from personne, personne, import ma classe personne, et puis après, je peux l'utiliser. Okay, donc, je peux instancier une personne, en l'occurrence moi, par exemple. OK, donc c'est clair que je peux structurer éventuellement les choses en plusieurs fichiers. Si vous vous retrouvez dans plusieurs Jupyter Notebook ou dans plusieurs notebooks à refaire les mêmes choses, naturellement qu'on peut créer des fichiers Python. On peut également se créer du code qu'on déploie, par exemple, nous-mêmes sur PyPy et qu'on va pouvoir installer avec pip éventuellement pour ça. Donc, techniquement, je peux structurer sur plusieurs fichiers. Mais moi, je vois vraiment cet environnement-là comme un espace d'expérimentation où je vais vraiment de manière ciblée expérimenter du code. Donc finalement, je vais plutôt structurer le code sur des différentes cellules comme celle-là que je vais éventuellement pouvoir déplacer et entre lesquelles je vais pouvoir intercaler du texte dans lequel je vais expliquer des choses, je vais tirer des conclusions, je vais me poser des questions. Par exemple, il m'arrive souvent, moi, de me poser des questions sur le comportement que j'observe par rapport à une fonctionnalité avancée de Python, par exemple. Donc, quand je parle de cahier de laboratoire dans le titre du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment pour encourager cette expérimentation. Et quelque part, quand je suis dans cette phase d'expérimentation, c'est pas un moment où je vais vouloir forcément déployer mon code sur plusieurs fichiers parce que ça va probablement m'agacer dans cette phase d'expérimentation, de devoir passer d'un fichier à l'autre et puis de commencer à faire des imports à tort et à travers pour pouvoir avoir accès à mon code. Donc le fait ici que je puisse organiser les choses dans un seul fichier, dans un seul environnement et me rend service. Mais une nouvelle fois, on n'est pas en train ici d'implémenter un logiciel. On n'est pas en train de fabriquer une application. On est vraiment dans une phase exploratoire liée à notre apprentissage de Python. À la base, cet outil était utilisé beaucoup par les data analysts pour
explorer des datasets, explorer des jeux de données et dessiner des graphiques de manière à pouvoir explorer ces données de manière interactive, c'est-à-dire de vraiment pouvoir modeler ces données d'une manière ou d'une autre, poser une question et essayer d'y répondre par des graphiques et des statistiques pertinentes. Donc, on est vraiment sur un outil d'exploration et d'expérimentation, pas de génie logiciel, c'est-à-dire pas un outil qui nous permette de coder en ligne. Il existe des IDE en ligne, comme Code Anywhere, par exemple, qui permettent de vraiment avoir un IDE dans son navigateur et de pouvoir vraiment coder un projet totalement dans le cloud depuis n'importe quel ordinateur. Alors ça, c'est autre chose. Alors, Google Collaboratory ne fait pas ça. On peut le faire dans une certaine mesure, mais c'est vraiment pas fait pour faire du codage applicatif, mais vraiment pour expérimenter, que ce soit dans le data ou que ce soit dans l'apprentissage du code. Est-ce que j'ai répondu de manière complète à ta question? Oui, c'est clair, très clair. Merci. Parfait. Moi, j'ai une question aussi, si c'est possible, si ça fonctionne. Je ne sais Oui, pas si on m'entend. oui, on t'entend bien. Merci. Je voulais savoir si le même système existait, par exemple, pour faire du JavaScript ou pas. Et Alors, puis, oui, également, si après, une fois qu'on a fait notre cours, par exemple dans la cadre d'application d'un cours, s'il est possible alors ça dépend comment on se place, soit de l'importer, soit de l'exporter pour en faire un PDF pour donner à des étudiants, par exemple, mhm. ou l'envoyer par email, ou donner un lien pour qu'ils puissent y accéder, etc., quoi. Oui. Alors, actuellement, en tout cas, Google Collaboratory est disponible que pour Python. Ok, donc Google a mis en place ceci uniquement pour Python. Donc là-dedans, on peut coder uniquement en Python. Si par contre j'utilise en local les Jupyter Notebook, alors vous avez certainement déjà entendu parler des Jupyter Notebook, ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais dans les Jupyter Notebook, on a la possibilité d'ajouter différents back-ends, des back-ends qui vont être responsables d'interpréter le code. Donc, dans un Jupyter Notebook, par exemple, au travail, j'utilise des Jupyter Notebook pour coder à la fois en Python, mais également dans d'autres langages scientifiques comme MATLAB, par exemple, ou R. Donc, on peut, dans un Jupyter Notebook, utiliser plusieurs langages. Maintenant, sur Google Collaboratory, il parle d'ajouter R depuis quelques années et ça n'a pas encore été fait parce que R étant un langage de programmation qui est beaucoup utilisé par les gens qui font du data et de la statistique. Donc, c'est toujours pas disponible. Donc, on voit que ici, quand on ouvre un nouveau notebook, ici, ouvrir le notebook, on n'a pas le choix de... D'ailleurs, je suis juste sur l'ouvrir, mais quand on va sur un nouveau, carrément, on a juste le choix d'ouvrir, il va juste nous ouvrir par défaut un nouveau notebook. Après, dans les environnements d'exécution, il y a peut-être quelques paramètres, mais c'est plutôt les choix qui sont à notre disposition, c'est plutôt de choisir ou de personnaliser l'environnement dans lequel sera exécuté notre code. Je m'explique. On peut dans ces Jupyter Notebook, faire des calculs qui, par exemple, demandent beaucoup de ressources. Soit des ressources CPU, donc on a besoin vraiment derrière de processeurs qui sont relativement puissants, et donc on a accès directement aux GPU, par exemple des GPU NVIDIA de Google. Donc on peut configurer ces Jupyter Notebook pour exécuter notre code dans un environnement GPU. On peut aussi exécuter notre code dans des environnements qui demandent beaucoup de mémoire. Alors, on doit simplement activer une fonctionnalité pour que Google nous réserve une machine qui demande beaucoup de mémoire, jusqu'à 48 gigas. Voilà. Donc ici, on a la possibilité d'utiliser probablement plus de mémoire que parfois on a sur nos ordinateurs personnels, quoique c'est en train d'augmenter aussi sur nos ordinateurs personnels, en tout cas ces dernières années. Mais choisir le langage, ça on peut pas. Donc, faire du JavaScript, on peut probablement pas. En fait, j'ai jamais essayé. Mais en fait, ici, on a un environnement qui est simplement un environnement web, donc on peut coder en HTML,
Est-ce qu'on peut mettre une balise script et faire du JavaScript? Il faudrait essayer. J'ai jamais essayé. Peut-être que, Ouais, à des mon petits avis, il y a trucs. peut-être un filtre qui fait qu'ils n'autorisent pas les balises script. Donc, à voir, à essayer. Il y a des manières de contourner ça. Si tu vas dans les sources, ici, de mémoire, il y a un truc display JavaScript ou execute JavaScript truc. Donc ici, si je vais là, je vois qu'il y a peut-être des manières de contourner et puis éventuellement de jouer avec spécifiquement du JavaScript et exécuter du code JavaScript dans notre Jupyter Notebook. Mais on est très loin de ce qu'on ferait, à ce niveau-là, on est très loin de ce qu'on ferait directement dans un fichier JS sur son disque. Alors, je me pose la question de qu'est-ce que ça pourrait apporter. Ce que ça pourrait apporter, éventuellement, ce serait d'enrichir finalement le contenu qu'on a dans le Jupyter Notebook, éventuellement. Donc, utiliser JavaScript pour aller chercher des données en ligne et puis les mettre en forme pour qu'elles apparaissent, par exemple, ici, dans une cellule de texte. Donc, ce sera plutôt de la mise en forme. Mais faire du JavaScript pour apprendre à coder en JavaScript, c'est pas possible actuellement dans le Jupyter Notebook comme on le fait dans un éditeur de code. Pour la question sur le partage, il y a plusieurs manières de partager du code. Je peux aller dans Fichier ici et à tout moment, je peux télécharger mon fichier, mon notebook et je peux télécharger le fichier .ipnb. Donc ça, finalement, c'est une extension standard pour les Jupyter Notebook. Donc, ce que je fais en ligne avec Google Collaboratory, je vais pouvoir le faire en local en installant simplement soit Anaconda, qui est une distribution scientifique de Python, soit en installant les Jupyter Notebook avec pip ou pipenv. Donc, je peux télécharger ce fichier que je vais pouvoir exécuter en local. Je peux également télécharger tout mon code ici sous forme d'un fichier Python standard, dans .py. Alors, ce qu'il va faire, c'est que tout le code, il va le mettre dans des commentaires Python et les cellules de code, ce sera du code Python. Donc, je télécharge ça. Donc, une manière de faire, c'est de télécharger puis ensuite d'envoyer aux gens. Ou alors, je peux à ce moment-là également partager. Ici, on est vraiment dans un environnement qui est très proche du système de partage de Google Docs pour ceux qui rédigent parfois des documents type Word avec Google Docs. Ici, j'ai la possibilité de copier le lien et puis d'envoyer le lien à n'importe qui. Ce n'importe qui pourra à ce moment-là accéder à ce Jupyter Notebook. Là, alors je peux faire exactement ça. Je peux aller dans le chat ici et puis je peux vous balancer le lien. Il faut quand même qu'il ait un compte Google. Alors, il faut que la personne ait un compte Google et Voilà, oui. également même un compte Google, un compte Google Collaboratory, c'est pas forcément nécessaire. Je suis même pas sûr que c'est nécessaire. Si quelqu'un n'est pas connecté à son compte Google, peut essayer de cliquer dessus pour voir s'il arrive à accéder. Si j'ai un compte Google, par exemple, je vais accéder à cette page-là et je vais pouvoir exécuter le code. Bien sûr, sinon, je ne pourrais pas exécuter le code. Quand vous exécutez le code, c'est sur votre propre compte avec la propre container. Enfin, Google va vous allouer un container d'exécution et vous pourrez exécuter le code, expérimenter et l'enrichir éventuellement. Donc, par contre, on ne travaille pas plusieurs ici sur le même notebook. Quand je partage avec vous ceci, vous allez pouvoir finalement travailler sur ma version, mais vous ne pourrez pas modifier ma version. Simplement, elle deviendra votre version que vous pourrez ensuite enrichir, expérimenter. Donc finalement, on peut partager entre plusieurs étudiants si vous avez trouvé des astuces, des choses sur Python que vous avez envie de partager. Vous avez ici un environnement dans lequel vous pouvez expérimenter et partager très simplement avec le partager ici ou partager si la personne à qui vous partagez n'a pas de compte Google ou de compte Google Colab, vous pouvez télécharger ici le fichier IPNB ou .py et le donner à n'importe qui. Il n'a pas besoin d'avoir Google Collaboratory, il suffit d'avoir Anaconda par exemple et il pourra très bien exécuter ce .ipnb et puis n'importe quel interpréteur Python va pouvoir exécuter ce .py. Il faut faire attention, alors ça dépend des fonctionnalités que vous allez faire. Ici, j'ai que du code Python standard, moyennant request ici. Donc, requests est directement installé sur Google Collaboratory. Si je télécharge le code et que je veux exécuter ce code
en local, je vais devoir installer Request moi-même en local. Donc, Request n'est pas disponible sur un environnement Python par défaut et il doit être installé avec pip. Pip installe Request, par exemple. Donc, si je télécharge et que j'exécute en local, c'est à moi de gérer les dépendances. Également, il y a des choses qu'on peut faire pour, par exemple, accéder, si je vais ici dans les répertoires, là, et ici j'ai un bouton qui me permet d'accéder directement à se connecter à Google Drive. Donc là, il va me connecter à Google Drive, gentiment il l'installe, et il va me créer un répertoire ici qui s'appellera Drive, et dans lequel j'aurai accès à tout ce que j'ai dans Google Drive. Donc, à partir de là, je vais pouvoir créer du code Python qui va accéder à mon Google Drive. Alors, si je vais ici, et puis ici, déjà, je peux voir, je peux utiliser des commandes système. Donc, je peux utiliser la commande système ls pour voir ce qu'il y a dans mon répertoire courant. Je vois qu'il y a un répertoire qui s'appelle Drive. OK, alors allons dans ce répertoire Drive. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de se déplacer dans un environnement Linux ou Unix compatible, comme en Mac par exemple, reconnaîtront les commandes courantes ici. Donc, je vois que ici, je suis dans mon. Je vais juste aller. C'est des drives. Il ne m'a pas déplacé. Oh, il refuse de m'y déplacer. Donc, je peux aller. Donc, dans Drive, j'ai un My Drive ici. Et vous allez pouvoir profiter de la désorganisation de mon compte Google Drive ici avec plein de projets, plein de répertoires, plein de fichiers. Mais à partir de là, je peux également, du coup, avec Wiz, Open, commencer à ouvrir des fichiers qui seraient dans mon ASF, etc. Travailler avec des fichiers qui sont disponibles dans mon compte Google Drive. Alors évidemment, si je partage ces choses-là, les personnes n'auront pas accès à votre compte Google Drive. Donc, en fait, si vous codez de cette manière-là, de telle manière à avoir accès à votre compte Google Drive et que dans le Jupyter Notebook, vous allez accéder à des ressources de votre Drive, la personne qui copiera votre code va avoir son propre Drive. Et dans son propre Drive, il n'aura peut-être pas les mêmes répertoires que vous ou alors la même organisation que vous. Et ça, c'est éventuellement des choses qui vont limiter le partage. Donc, de manière générale, si vous faites des expérimentations avec des bibliothèques relativement courantes et avec des données que vous allez pêcher sur le web, par exemple, il est tout à fait possible d'aller pêcher un fichier avec la commande wget, par exemple, et puis une URL derrière pour aller télécharger un fichier quelque part. Là, j'aurai accès à ces données. Et si je partage mon Jupyter Notebook, wget va également aller chercher en ligne un fichier de données que je pourrais ouvrir avec Open. Mais si je travaille avec mon propre Google Drive, bien sûr, du coup, ça va quelque part resserrer ce Jupyter Notebook sur mon matériel, sur mon Google Drive à moi, et si je le partage à quelqu'un d'autre, il aura son Google Drive à lui, avec ses fichiers à lui, son arborescence de fichiers à lui, son arborescence de répertoire, et il est probablement que tout le monde ne soit pas aussi désordonné que moi de ce point de vue-là et range les choses un petit peu différemment. Voilà. Donc, mais on a accès à ce type de goodies ici. Si vous voulez en savoir plus sur comment jouer et accéder au Drive, de nouveau, vous avez des exemples de code toujours ici. On va faire une recherche, Google Drive. Ici, on voit Saving Data to Google Drive, monter, Open File, etc. Donc, vous avez plein d'exemples ici, comment monter et ouvrir des fichiers depuis Google Drive. Donc, vous pouvez, quand vous travaillez dans Google Collaboratory, utiliser les exemples qu'ils mettent à votre disposition pour expérimenter. Donc, ici, on voit typiquement qui me permet de... J'ai un petit peu trop de... Quand vous avez un petit peu trop de fichiers ouverts, ça vous fait ce genre de choses. Déconnecter. Voilà, donc maintenant...
alors je peux donc du coup accéder à mon Google Drive par du code, et puis je peux bon, ici ouvrir des fichiers depuis GitHub, mais voilà, la personne elle va donc si vous avez besoin d'apprendre à faire quelque chose, ce que je voulais dire, c'est que finalement vous pouvez utiliser les exemples qui sont donnés par Google Collaboratory. Ok, donc vous avez, si je rapte ici un peu mon code et qu'on revient à 100% et qu'on ouvre un petit peu la bibliothèque d'exemples, ici, des possibilités de faire énormément de choses que vous pouvez tester. Vous pouvez tester, par exemple, comment est-ce qu'en Python et depuis dans Jupyter Notebook, je pourrais accéder à des feuilles de calcul Google Sheets que j'aurai sur mon Google Drive, par exemple. JavaScript to Python Communication, ça c'est un petit peu dans la lignée de la question qu'on a eue avant. Comment est-ce que je peux un petit peu utiliser JavaScript et faire communiquer avec Python? Il y a peut-être des exemples ici que vous pouvez explorer. Comment ouvrir des fichiers qui viennent directement de GitHub. Okay, donc on peut voir ici que on peut directement, alors soit cloner des choses depuis GitHub, mais également les ouvrir directement. Alors, il y a des exemples par ici. Et ici, si vous voulez apprendre, par exemple, également à faire du code interactif, voir Matplotlib, voilà. Non, c'est ça que je voulais, c'est graphique, exploration, donc oui, c'est très centré quand même sur le data en termes d'exemple, puisque pour le coup, c'est quand même pour ça que ça a été créé à la base. Voilà, donc la visualisation, donc comment créer des différents types de plots, différents types de... Et de nouveau, vous avez des exemples complets que vous pouvez utiliser pour observer comment faire des graphiques interactifs et apprendre à utiliser ces différentes technologies pour représenter des données sous forme graphique. Donc ça, c'est pour ça que Google Collaboratory a été créé à la base, c'est pour faire des notebooks d'exploration de données. De nouveau, ici, je le détourne à des fins d'enseignement. Je l'utilise énormément dans mes webinaires, surtout les webinaires de base, pour essayer d'expliquer des choses de manière flexible. Utilisez-le pour, de votre côté, essayer d'appliquer ce que vous apprenez dans les cours, de documenter vos observations avec du texte, éventuellement d'installer des bibliothèques que vous ne voulez pas forcément installer en local. Ce qu'il faut savoir, c'est quelques heures après que vous ayez installé des nouvelles bibliothèques sur un container, il sera détruit de toute manière. Donc, finalement, vous n'allez pas causer de problèmes en local, en expérimentant, donc installer ce que vous voulez. Vous avez la possibilité non seulement d'installer des bibliothèques avec pip, mais également on se retrouve sur un environnement Linux complet, donc je peux utiliser apt-get pour ceux qui ont déjà travaillé sur Ubuntu ou bien sur Debian pour installer de nouvelles bibliothèques. Alors il faut regarder ici les exemples, je ne l'ai pas ici en tête. Installer de nouvelles bibliothèques, imported, voilà. Ici, on voit que vous avez la possibilité d'installer avec pip des bibliothèques, mais également d'installer des choses avec apt-get directement. Donc, ici, pour enrichir l'expérience dans Google Collaboratory. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez accès à un environnement de développement Python depuis n'importe quel ordinateur, où que vous soyez dans le monde, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Vous avez la possibilité d'expérimenter dans cet environnement, de mélanger du texte avec du code, de partager vos expériences avec le bouton partager, de télécharger les Jupyter Notebook que vous allez faire. Vous avez la possibilité, si on va directement à la page d'accueil de collab.research.google.com, vous avez la possibilité d'accéder aux exemples, à tous les exemples de Google directement.
vous avez la possibilité de remonter sur les notebooks récents sur lesquels vous avez travaillé, mais d'accéder des notebooks directement dans votre Drive, directement sur GitHub, ou d'importer des fichiers que vous aurez en local. Par exemple, si j'ai un .ipnb en local, si j'ai un Jupyter Notebook en local, je peux l'uploader ici avec importer et me retrouver dans cet environnement d'exécution complet pour expérimenter. Donc, c'était ce premier webinaire de la série de 30 webinaires. Les prochains webinaires seront des webinaires principalement sur les bases de Python. Si on regarde le programme ici sur placepython.fr, nous allons voir que jeudi, nous parlerons de fonctions. Okay. Donc, l'idée ici, c'est de voir qu'en 1 heure, on peut vraiment apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions, que ce soit les bases ou les détails avancés liés aux fonctions. Donc, mon challenge sera sur 1 heure de vous en dire le plus possible sur les fonctions, sur leur utilisation et sur ce qu'on peut faire avec pour que vous soyez le plus à l'aise. C'est souvent quelque chose que je remarque quand les personnes démarrent en Python, c'est qu'ils ont tendance à écrire des kilomètres de code dans un fichier Python, et puis très vite, ils vont se perdre dans cette mare de code, et à la place, je vais recommander de découper le code en petites fonctions courtes, sachant que pour moi, 20 lignes, c'est déjà long, okay. Donc en fonctions courtes qui vont permettre de chacune attaquer une partie distincte du projet, de l'apprentissage. Et quand on expérimente avec les fonctions en particulier, on peut le faire dans un Jupyter Notebook de Collaboratory. Donc, en général, quand je donne ce webinaire sur les fonctions, typiquement, j'utilise cette fonctionnalité Google Collaboratory pour enseigner aux étudiants. Éventuellement, à la fin du webinaire, je peux partager donc le lien vers ce code directement dans le chat. C'est pour ça que j'ai commencé avec cet outil-là pour vous donner un outil d'expérimentation très efficace. Le troisième sera sur du débugage et comment utiliser des outils comme le debugger, mais pas que, des outils qui sont souvent sous-utilisés par les débutants, puisque au début, quand on démarre avec Python, on a tendance à mettre des prints partout et c'est vraiment pas une technique. Alors, c'est une technique facile parce qu'en print, on connaît, on apprend vite. On a vite compris que ça servait à finalement afficher du texte et on a vite compris que finalement, on pouvait afficher également du texte de débugage et donc essayer de suivre le déroulement de son code. Mais on va voir qu'avec un débugger, c'est parfois plus facile, c'est un gain de temps et c'est pas forcément des outils qui sont réservés aux plus avancés. Dès les premières heures de Python, on peut déjà utiliser à bon escient un débugger et finalement, nous aurons des modules sur les modules et les paquets, les imports, bien comprendre en profondeur le système d'import de Python. Je vois beaucoup d'étudiants qui galèrent sur les imports. Au début, quand on a 2 fichiers, c'est pas trop un problème. Quand on commence à avoir toute une arborescence de répertoire et on a la nécessité alors d'importer le bon module, la bonne fonction dans le bon endroit de notre projet, alors on commence à faire de l'essai-erreur jusqu'à ce que ça fonctionne, alors qu'il suffit, dès le départ, de comprendre comment fonctionne le système d'import et ensuite on est tranquille pour la vie. Donc ça, ce sera le webinaire du 7 novembre, puis ensuite s'en suivra des webinaires sur la programmation orientée objet en Python. Mon pari, c'est qu'il est possible de commencer la programmation orientée objet dès qu'on a quelques heures de Python, pas besoin d'avoir des années d'expérience et d'être un vieux comme moi pour pouvoir démarrer avec cette programmation orientée objet. Ce qu'on peut voir donc, c'est toute la première partie, c'est des webinaires qui sont beaucoup plus axés vers les bases de Python et plus on va avancer, plus on va se déplacer vers des sujets orientés web scrapping, orientés Django et on va finir par beaucoup de Django puisque finalement, c'est ma vie. Je suis là pour former des développeurs web Python et ça va être finalement le sujet principal de mon blog qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Ça va être de voir et d'enseigner aux gens comment on peut entreprendre avec Python. Voilà, donc
Moi, je reste ici et je suis ouvert à toutes vos questions, mais ceux qui ont besoin d'y aller, il n'y aura plus d'informations nouvelles ici, simplement. Je suis là pour discuter et c'est aussi le bonheur d'utiliser Zoom ici, c'est que on peut se parler, donc n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Au revoir. Une question, est-ce qu'il y aura du back-end avec Django? À première vue, surtout dans les derniers webinaires, mais est-ce qu'il y aura aussi du front-end pour lier la visualisation du site web ou du programme web qui sera fait avec ce back-end qu'on aura fait auparavant? Alors, il y a un webinaire où on va développer une mini-app Django du début jusqu'au déploiement. Ça, c'en est une. Et il y a un webinaire que j'ai intitulé quelque chose comme Utiliser Bootstrap est-il encore une bonne idée en 2022 et autour de ça, on va discuter finalement du front-end, des différentes options à notre disposition. Ce que je vois beaucoup avec le front-end, c'est que beaucoup d'apprentis développeurs web, Python par exemple, voudraient chasser un petit peu tous les lièvres. Ce que j'aime dans le back-end, et particulièrement dans le back-end Python, c'est que très vite, on va se cristalliser autour de Flask, autour de FastAPI, autour de Django, et puis on va essayer d'avancer là-dedans. Mais au pire, même si on se disperse, on a 3 frameworks sur lesquels avancer. Mais quand on fait du front-end, on a au minimum Bootstrap, Tailwind, et puis peut-être, je ne sais pas, Bulma dans les frameworks CSS. Et puis si on prend du JavaScript avec tout ça, on a encore 3, 4, 5, 6, 10 frameworks JavaScript et on peut vite se disperser. Alors, tout dépend ce qu'on veut faire. Moi, je suis de l'avis que si on veut vivre de Python, ça c'est un petit peu mon créneau ici, et surtout si on est junior, c'est-à-dire junior, ça veut dire qu'on est un adulte en reconversion par exemple, ça c'est mon public cible, à ce moment-là, on a vraiment avantage à se focaliser, c'est-à-dire choisir une stack ou construire sa stack, mais pas commencer à vouloir chasser tous les lièvres partout. C'est un petit peu différent si on cherche à se faire engager et puis, on se dit toujours, plus j'en saurai, si j'apprends tout, j'aurai 1000 opportunités en plus de pouvoir me faire engager. Mais en même temps, de faire 20 choses à la fois, je suis moyen en 20 choses. Oui. Moi, je préfère être la personne qui est top dans l'implémentation, dans site d'e-commerce avec Django, éventuellement avec Oscar ou un truc, et puis je fais ça et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, puis c'est mon truc, et puis je le fais. Et puis peut-être qu'après 2 ans, j'en ai ras-le-bol, puis j'élargis un petit peu, plutôt que de me dire je vais être moyen en React, moyen en Django, parce que j'aurais passé plein de temps sur React, donc du coup, il y a plein de choses que j'aurais pas vues en Django, etc. Donc, dans ces webinaires, je vais finalement orienter les gens. Donc, c'est quelque chose qui est très forgé d'opinion sur des stacks ou une stack qui est celle que je vais plutôt utiliser pour moi. Mais le message là derrière, c'est que chacun doit trouver un petit peu sa voie et sa stack, ses outils, ses bibliothèques. Et en front-end, c'est particulièrement vrai. Donc, il y aura du front-end. On va utiliser les outils sur lesquels j'ai décidé de me concentrer parce que je fais du Python depuis très longtemps, du web depuis très longtemps, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que depuis maintenant 10 ans, je me concentre essentiellement sur Django, même si je fais du Flask au boulot. Et finalement, j'ai trouvé que c'était payant. C'était dans ce domaine-là, finalement, que j'arrive à finalement me faire beaucoup plus payer que je fais du freelance parce que je suis efficace et je vais droit au but et finalement, je peux délivrer de la valeur dans le temps que j'ai donné. Et je pense que si je chassais tous les lièvres, j'aurais beaucoup plus de difficultés avec ça. Je serais moins à l'aise
en Django. J'aurais probablement pas la connaissance que j'ai, la connaissance pointue sur les détails du framework et les détails de Python. C'est vraiment en se focalisant qu'on arrive à ce genre de choses. Donc, il y a deux écoles. Il y a l'école, je fais un petit peu de tout, puis j'essaie de mettre toutes les cordes à mon arc pour pouvoir bosser. Et puis, il y a le truc que je vais essayer de devenir indispensable sur une technologie, et puis on m'engage si on a besoin de cette technologie, donc on a besoin de moi. Donc il y a nouveau les deux approches. Les deux probablement se défendent. Les deux ont démontré que finalement on arrive à trouver un job à la fin, mais peut-être qu'effectivement, surtout si on a un adulte en reconversion, une voie qui est plus directe qu'une autre. Il est peut-être bien de faire un framework back-end et un framework front-end, par exemple, du Voilà, Django en et tout du cas au Vue. début, ça peut être bien de faire en framework, en langage de programmation, en framework back-end, et puis ensuite, bien sûr, si on fait du web, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller sous le front-end, à moins qu'on trouve des contrats où on pourra faire du pur back-end à ce moment-là, en framework CSS et probablement peut-être en framework ou en mini-framework JavaScript. Personnellement, moi, j'utilise Django et en front-end, j'utilise soit Tailwind, soit Bootstrap. Donc, un petit peu les deux. De plus en plus Bootstrap, parce que de plus en plus Tailwind, pardon, parce que j'aime bien le CSS et du coup, c'est ce qui me rapproche le plus du CSS par rapport à Bootstrap. Mais Bootstrap a l'avantage, quand on débute, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et donc ça fait un framework. Et après, en mini framework JavaScript, ça peut être alpine.js, par exemple, quelque chose qui est là vraiment pour faire les petits les effets, les outils d'interaction, si on veut. Mais personnellement, j'évite de partir sur ce qu'on appelle donc la single page application, Django, React, etc. Surtout si on est une équipe de 1. Je développe en freelance généralement dans des petites équipes, soit soit je fais tout. Et du coup, c'est pas intéressant pour moi de commencer à aller déjà faire un truc avec React et Django et devoir faire les choses à double, alors qu'on peut très bien faire 100 dans 8 cas sur 10, par exemple. Donc, de nouveau, il faut choisir un petit peu son créneau. Donc, effectivement, en framework back, en framework front, en framework CSS, se construire quelque chose sur lequel on devient relativement spécialiste. Et puis, on va pouvoir commencer à travailler, commencer à se vendre, commencer à faire des projets intéressants. Ce qui ne veut pas dire que quand ça commence, quand ça démarre, quand je suis à l'aise avec Django, rien ne m'empêche à ce moment-là d'ajouter des cordes à mon arc. Mais simplement, il y a des personnes qui voudraient démarrer et après 12 mois, ils voudraient être performants dans plein de frameworks et puis finalement avoir un profil full stack sur plein de frameworks. Pour moi, c'est même toujours bizarre que je vois quelqu'un qui me dit je sors d'une formation de 12 mois et je fais ci, ça, ça, ça et ça. Je me dis, OK, ben, il a vu ça, 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 ça et ça, mais est-ce que tu sais faire ceci en Django? Et puis, non, jamais fait. Alors, ça veut dire qu'il va pouvoir bosser. Il va pouvoir bosser peut-être même en freelance. Mais moi, au début, quand j'ai bossé en freelance, j'ai perdu de l'argent. Pourquoi j'ai perdu de l'argent? Parce que je travaillais beaucoup pour facturer les prix du marché. Comme je n'avais jamais fait, il me fallait 3 fois plus de temps que mes concurrents pour faire les choses. Mais par contre, après 10 ans, c'est le contraire. Il faut très peu de temps pour faire pas mal de choses qu'on fait couramment en Django. Donc, si je me disperse, bah, pour le coup, bah, je sais moins faire je connaîtrai moins mon framework back. Voilà, donc il y aura des sujets là-dedans. J'ai prévu quelques sujets justement j'appelle ça entrepreneuriat ou pythonpreneuriat, où l'idée c'est de gérer sa son plan d'action ou son plan de carrière, si on veut, Python. Quels outils je choisis pour moi, quelle stratégie je choisis pour moi, et puis, nouveau, ce qui fonctionne pour moi, c'est pas ce qui fonctionnera pour vous. Peut-être que certains sont plus orientés data, d'autres sont plus orientés web traditionnel, e-commerce et autres, mais l'essentiel, c'est de choisir une voie et puis d'essayer de s'établir en plan d'action. C'est pour ça que je propose sur mon site des sessions, j'appelle ça des sessions stratégie. C'est gratuit. On passe 1 heure ensemble, on regarde ce que vous faites, ce que vous voulez faire surtout, puis on établit des étapes. Voilà. Ce que je vous donne, c'est simplement des
des étapes. Alors, j'en fais pas beaucoup, j'en fais une quinzaine par mois. Simplement, j'ai pas le temps d'en faire plus, comme c'est gratuit. C'est pas forcément la disponibilité pour ça, mais si quelqu'un a une idée de quelque chose veut faire dans la vie qui est en relation avec Python, on peut toujours voir quelles sont les étapes pour vous pour essayer d'y arriver justement avec le plus de focus possible. Voilà. Est-ce qu'il y J'ai a une d'autres question. questions? Ouais, en fait, par rapport au sujet de vivre de Python, est-ce que les 30 jours de ce webinaire-là peuvent être assez suffisantes ou il va falloir compléter par d'autres formations? Alors, c'est des webinaires. Mon but dans ces webinaires, c'est de fournir un maximum de valeur gratuitement. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas une formation Python. Déjà, c'est 30 webinaires qui touchent certains aspects de Python et de Django. OK? Ouais. Dans un ordre que j'ai choisi et qui est relativement logique. Mais je ne pense pas qu'on peut devenir un professionnel de Python ou un professionnel de quoi que ce soit en suivant 30 webinaires sur un mois. Donc, on va dire que c'est un complément à toute l'information que vous pouvez trouver sur le web. On trouve des D'accord. blogs, on trouve des articles d'experts, mais on trouve des articles de débutants aussi. Et c'est souvent là-dessus que j'essaie de me battre. L'idée, c'est de pouvoir donner du contenu de qualité fiable sur certains sujets. Et de mon côté, si j'ai donné du contenu fiable sur les sujets que je vous propose, je considère que ma mission est accomplie. Et derrière, je vais continuer à écrire des articles sur mon blog ou de faire des vidéos sur YouTube, mais c'est franchement difficile de se dire j'apprends un métier sur YouTube ou en lisant plein d'articles de blog. Au final, il y a des gens qui proposent des formations, et probablement qu'un jour, peut-être, je proposerai des formations, mais la qualité d'une formation, c'est de pouvoir ordonner un certain contenu sur une certaine durée pour un petit peu je dirais, sortir la tête de l'eau, parce que sur Internet, c'est vraiment la boîte de Pandore. Très honnêtement, on peut apprendre tout ce qu'on a à apprendre sur Python, sur Django, en ligne. Ce n'est pas un problème. La grosse difficulté que vous aurez, c'est de trier. Donc, ça c'est le problème, c'est de trier l'information, de savoir dans quel ordre on met cette information. Et c'est ça, je pense, qui est la plus grande difficulté dans le fait d'accéder à l'usage de Python pour son usage professionnel. Moi, j'aime bien le Freelancia parce que dans le Freelancia, on ne va jamais vous demander où est-ce que vous avez appris Python. Où est-ce que vous avez été formé? Quels sont vos diplômes? On s'en fout de ça. Si vous avez un portfolio et si vous êtes capable de démontrer à votre client que vous êtes capable de délivrer, à ce moment-là, vous êtes compétent et on peut vous engager. Et si, au fur et à mesure qu'on vous engage, les gens sont contents, du coup, ils vous recommandent et vous continuez à bosser. Donc, si avec mes 30 webinaires, on peut faire ce genre de choses, je suis content. Mais de nouveau, je pense que ça va vous faire avancer sur différents thèmes de Python, mais ça ne va pas faire de vous directement des professionnels de Python, à part si vous l'étiez déjà avant de les avoir suivis. D'accord, ok, c'est très clair. Merci. J'aime mieux pas faire de fausses promesses et de clarifier les choses. Donc, comme ça, mes webinaires ne sont pas simplement une formation diplômante gratuite, mais sont du contenu que j'espère d'aussi grande valeur que possible pour vous. Et je suis à disposition après chaque webinaire pour répondre à des questions. Ceux qui me connaissent et qui me côtoient sur certains serveurs Discord ont pu déjà voir que finalement, je réponds volontiers aux questions. Donc, pas de souci. Vous êtes les bienvenus pour en poser. Ok. Est-ce qu'on verra aussi comment se construire un portfolio ou pas du tout? Alors ici, on ne verra pas comment on se construit en portfolio. Mais finalement, un portfolio, c'est rien d'autre que de faire ses propres projets Python. Et puis, de pouvoir les montrer. OK?
Alors, on verra. J'ai un webinaire où on va essayer de construire une application orientée objet de A à Z, mais pour construire de A à Z sur 1 heure, sur 2 heures, mais donc ça reste une application relativement simple. Il y a également un webinaire sur lequel on va construire une application Django de A à Z, mais également pour pouvoir le construire sur 2 heures. Ça reste quelque chose de relativement simple. Sinon, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui factureraient des applications hors de prix. Donc, voilà, sur 2 heures, ben, on a un moins de temps. Donc, ici, finalement, on se construit un portfolio, c'est de se choisir un profil qu'on veut se donner. Dire, moi, je veux être au top sur les applications qui fournissent telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Par exemple, je sais pas, maintenant, il y a dans le domaine de l'infopreneuriat, il y a énormément de clients qui sont pas des développeurs qui veulent enseigner en ligne, plein de choses. Imaginons que je veux faire un site pour qu'un infopreneur puisse donner des cours en ligne sur l'horticulture, sur je sais pas quoi. J'imagine quelles fonctionnalités je veux fournir autour de ça, les fonctionnalités de vente, les fonctionnalités orientées étudiants pour une bonne expérience étudiant sur une plateforme de cours, etc. Ok, je me dis je vais faire un site pour ça. Et puis je construis mon projet là-dessus. Et puis après, je vais faire un autre projet et de nouveau, j'imagine quelles pourraient être les demandes auxquelles je vais être amené à répondre lorsque je vais proposer mes services à des gens. Et puis, je vais construire un projet perso qui va dans ce domaine. Donc, si on veut se construire un portfolio, à mon avis, ça peut être une bonne idée de penser directement marché et qu'est-ce que je veux faire dans la vie et construire plusieurs projets dans ce domaine plutôt que de construire 5 Pong en jeu de labyrinthe et puis etc. Donc des projets qui seront utiles parce que le client, je peux lui montrer mon mon labyrinthe, etc. Il va être amusé, il va voir que je sais coder un Python, mais finalement, est-ce que je sais répondre à sa demande? Ça, il ne sait pas forcément. Et puis, donc, je vais orienter mon portfolio. Ensuite, je pourrais, dans ce portfolio, dans ces projets, on va dire chiader le projet ou vraiment bien avoir un projet avec une interface quand même, donc en front-end quand même potable qui rend bien pour Dobra, pas już que za ce chwilę, soit pas za trop chwilę. ou que ça fasse pas trop amateur. Et puis, si je vais dans la direction de me faire engager, là, je vais soigner plutôt les tests et puis le code et puis la documentation. Si je dois montrer mes compétences à un client qui n'est pas développeur, je n'ai pas forcément besoin d'aller à fond dans ce domaine-là. Donc, de nouveau, ça va être de choisir qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Est-ce que je veux fournir mes compétences à des clients qui veulent monter une boutique en ligne, des TPE, hein, des petites entreprises, et puis aller dans ce domaine-là. Dans ce cas-là, je vais construire des projets, des mots, des petites boutiques, des projets d'enseignement, etc., qui vont autour de ça. Si mon job, si ce que je veux faire, c'est de construire des API liées à des applications data derrière, etc., je vais me construire un portfolio. Un portfolio, c'est rien de plus que ça. Après, le portfolio, le site qui contient les différents projets, qui propose les projets, ça, c'est différent. Mais on ne va pas le faire ensemble. Toutefois, la vie de mon activité d'enseignement Python, on va dire, ne s'arrête pas au 19 décembre et au dernier webinaire. Donc, j'espère pouvoir vous fournir du contenu encore l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas, le cas échéant, si vous avez des problématiques que vous rencontrez actuellement, de répondre aux emails que j'envoie par rapport à ces webinaires, de m'exposer vos problématiques actuelles, vos questions, vos doutes, etc. Et j'essaye d'y répondre. Parfois, j'y répondrai simplement par mail. Parfois, il m'arrive, là je l'ai fait aujourd'hui encore, il m'arrive de proposer une petite visio à quelqu'un pour discuter de son problème et lui amener quelques éléments de réponse. De nouveau, j'essaye de faire avec le temps que j'ai, donc c'est sans garantie, mais envoyez-moi de toute manière vos problématiques, parce que ces problématiques-là me permettent de faire du contenu qui va être lu ou qui va être regardé en vidéo, et du contenu qui répond à des vraies problématiques, parce qu'il n'y a rien de pire que finalement faire des tutos qui ne seront jamais lus par personne, parce qu'elles répondent à aucune problématique. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, comment on peut
montrer qu'on s'est délivré. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait un portfolio et puis montrer également qu'on s'est délivré. Alors, pour savoir, pour montrer qu'on s'est délivré finalement, la première chose, c'est finalement, je ne pourrais pas vraiment le faire avant d'avoir eu un client. Comment est-ce qu'on Et oui. démarche et qu'on trouve ses premiers clients? Déjà, une première chose, on est son premier client. Moi, je considère que je suis mon premier client. Ça veut dire, quand j'ai fait mes premières applications, quelques années avec Django, ce que j'ai essayé de faire, c'est de demander de quoi j'avais besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une application de productivité? Est-ce que j'ai besoin voilà, pour ma vie personnelle, de quoi j'ai besoin? Est-ce que je suis capable de cerner un projet avec un cahier des charges précis et de l'implémenter? Donc déjà ça, je peux ensuite, sur mon portfolio, dire ou montrer le cahier des charges du projet, de montrer que les charges, que tout ça a été parfaitement défini et implémenté. Par contre, bien sûr, si c'est mon propre projet, je ne pourrais pas dire est-ce que je l'ai implémenté à la satisfaction du client, parce que si le client c'est moi, ben, je suis forcément satisfait. Si le client c'est moi, ben, je vais forcément faire une lettre de recommandation. Donc, ça ne joue pas comme ça. Donc, je peux déjà faire des projets perso que je soigne et je présente tous les aspects du projet quand je présente le projet. Je ne présente pas que le produit fini, mais également le processus qui a permis à le monter, le cahier des charges que je me suis fixé, etc., de montrer ça. Ensuite, ça va m'aider à trouver éventuellement mes premiers clients, chercher des petits clients, des clients, des TPE, des gens qui ont une entreprise solo, une petite entreprise familiale, souvent pas dans le domaine de l'informatique, qui construisait, lui, un site web. Et puis, ce site web, vous allez devoir tenir des délais. Vous allez devoir lui fournir des fonctionnalités qu'il a demandées et pas juste les fonctionnalités que vous désirez. Et à la fin, il sera content. S'il est content, il vous fait une recommandation. OK? Choisissez la forme de la recommandation. Ça peut être simplement un email que vous pouvez montrer. Vous cachez juste l'email de la personne, l'adresse email, puis vous montrez, regardez ce client, il a été satisfait de mon service. Il a fait une boutique, où elle est même disponible en ligne, vous pouvez aller voir. Il était content à la fin. S'il était content, c'est probablement qu'il ne m'a pas fallu 3 fois plus de temps pour l'implémenter, etc. Et puis, peut-être que ça va m'apporter un deuxième client. Puis, vous faites pareil avec le deuxième client, et puis troisième. Et puis, après, vous diversifiez peut-être le profil des clients, mais au début, finalement, si c'est même mon cousin qui a besoin d'une petite boutique ou d'une application web, je le fais. Il aura un cahier des charges. Et ce que vous devez montrer, vous, c'est qu'un client peut venir vers vous avec un cahier des charges, que vous allez créer une application qui répond à ce cahier des charges et il faut finalement que le client soit satisfait. Et il est satisfait si ça a été dans son budget et si ça a été dans le temps qu'il a défini. Et ça, c'est la seule manière de montrer qu'on s'est délivré. D'accord. Mais en fait, dans ce cas-là, il faut avoir, si on fait un site internet ou une appli pour le cousin, il y a l'aspect front qu'il faut aussi soigner énormément. Moi, je sais que c'est Alors, mon il y a problème l'aspect actuellement parce front. que De toute manière, je ne connais personne qui va venir vers vous en disant « fais-moi un site moche ». c'est ça. Mais par contre, on a toujours l'impression que beau, ça demande des compétences de designer avancées. Euh, Finalement, on voit que moi, on m'a conseillé une fois, fais dans le blanc et du noir, et puis mets une autre couleur. Choisis une couleur qui semble adaptée au projet que tu es en train de faire. Et puis ensuite, tu utilises une bibliothèque front qui a des modules relativement soignés. Tout ça que finalement, que ce soit Bootstrap ou Bulma, finalement, on s'en fout, ou d'autres frameworks CSS, mais quelque chose qui fait quelque chose, je dirais, facilement de présentable. Même Bootstrap, quand on sait le personnaliser, on peut très vite le personnaliser dans quelque chose qui ne ressemble pas à du Bootstrap standard, mais qui reste en tout cohérent. Donc, on essaye de faire avec des petites compétences de design, pas besoin d'être designer, on va limiter les illustrations, limiter les photos, essayer de ne pas avoir trop de ça, mais bien utiliser, et puis avoir quelque chose qui rend pas trop mal.
C'est clair que dans l'idéal, si j'arrive à me mettre avec un autre freelance qui lui-même veut se développer plutôt sur le front-end, ben pourquoi pas se mettre à deux et puis on s'occupe du back-end et l'autre du front-end. Donc là, il y a des possibilités également. Mais c'est sûr que de toute manière, si je me lance en solo, j'ai plus de pression par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire que je dois délivrer sur plusieurs aspects du métier et du produit. Bien sûr, si, si je suis plutôt dans le créneau de je veux réaliser des API, par exemple, ou connecter des applications ensemble, et que j'ai de la demande, ou que je trouve des clients pour ça, ou à ce moment-là, hein, le front-end, il sort complètement du lot, quoi. Donc, vraiment, ça dépend de son métier. Mon métier, c'est le web. Donc, je vous parle de ce que je connais et pratique, mais on peut faire du freelancia sans faire du web. Donc, de nouveau, le principe est toujours le même. Il faut trouver des gens qui sont prêts à payer pour vos compétences. Et donc, à ce moment-là, il faut montrer de nouveau le même principe qu'on a eu quelqu'un qui a dans le cahier des charges et qu'on a été capable de délivrer dans son là. Et Le si plus ça dur, c'est comporte de une interface trouver. graphique, bien Le plus sûr, il dur, c'est faut de que mettre la le pied. personne qui regarde votre projet ait le sentiment que l'interface graphique suit un certain standard d'esthétisme et soit pas repoussante. Mais il n'y a pas besoin de non plus une star en design pour faire des sites qui rendent bien. Même moi, j'y arrive parfois. Le plus dur, c'est de mettre le pied à l'étrier et d'avoir un premier client, quoi. Ça, c'est le plus dur. C'est pour ça que au début, il faut pas forcément viser les gros trucs. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je suis même pas allé sur Malte. Je suis allé dans la ville que je connais, je suis passé chez 4 commerçants. Il y en a un qui était d'accord pour un site web que je lui ai vendu en prix qui défiait toute concurrence. Et j'ai eu mon premier client comme ça. Et finalement, il était content. Et puis finalement, j'ai pu montrer après à d'autres qu'il était content. Et puis, j'ai pu très vite augmenter mes tarifs. Donc, voilà, je pense les histoires à ce niveau-là, il y en a probablement plein. Et puis faut voir de nouveau quel type d'application vous voulez développer, qu'est-ce que vous voulez faire avec Python. Je dirais qu'il y a peut-être même des gens ici qui sont pas du tout dans le créneau je veux vivre de Python. Euh, donc là, on est parti sur ce sujet, parce qu'il y a eu 2 questions sur ce sujet. Mais voilà un petit peu comment je ferais, moi. Très bien, merci. Voilà, mais encore une fois, si vous rencontrez des problématiques avec Python, avec l'enchaînement des compétences que vous désirez développer, n'hésitez pas à répondre à un des emails et c'est très bon aussi que j'y réponds. Et pour les autres, donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous disent au revoir et qui partent. Donc, en tout cas, très belle soirée. Et pour ceux qui veulent approfondir et venir sur les bases des fonctions en Python, jeudi soir à 18h, nous allons approfondir tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions. Il y en a pour les débutants, mais il y en a également pour les avancés, puisque les fonctions ont reçu quelques sucres syntaxiques depuis quelques versions de Python, et il y a peut-être des possibilités d'apprendre pour beaucoup de gens. En tout cas, je vous dis au revoir et en tout cas à tout bientôt. On aura certainement l'occasion de se recroiser 1 ou 2 fois sur les 29 webinaires à venir et j'espère que ce sera le cas. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si ce n'est pas la première fois que vous venez. Super, merci Très belle Thierry. soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.